La lecture de la littérature relative à la Renaissance africaine montre que finalement personne ne fait une analyse de la cohérence épistémologique des termes qui composent ce concept. Tout le monde croit parler de la même chose, mais en fait, les gens parlent de choses totalement différentes. Regardez, certains par Renaissance africaine, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent par là le retour aux solutions du passé. Interroger beaucoup d'Africains, dans leur tête, la Renaissance africaine, c'est le retour aux solutions du passé. D'autres Africains, qu'est-ce qu'ils entendent par Renaissance africaine? Ils entendent un projet de développement orchestré par les Africains eux-mêmes. Finalement, la différence avec le développement que je viens de dénoncer serait que là, au moins, ce n'est pas les Occidentaux qui nous aident en matière de développement, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine des politiques de développement. Et enfin, qu'est-ce que les médias occidentaux ont entendu par Renaissance africaine? Ils ont entendu par Renaissance africaine un slogan de remobilisation des Africains autour des tâches du développement après le choc des plans d'ajustement structurel. Alors, on s'aperçoit que dans un cas comme dans l'autre, il y a des contresens. On ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est que la Renaissance africaine. En tout cas, il faut, ce concept, ce paradigme nécessite une clarification intellectuelle. Alors, ces idées que véhicule le paradigme de la Renaissance africaine, ces idées, encore une fois, elles ne tombent pas du ciel. Elles ne tombent pas du ciel, elles s'appuient sur une analyse scientifique. Une analyse scientifique des tenants et aboutissants de la trajectoire historique de l'Afrique. Il faut donc connaître cette analyse. Il nous faut connaître cette analyse. C'est pour cela qu'il faut revenir au texte fondateur du concept de Renaissance africaine. C'est très étrange, tout le monde parle de Renaissance africaine, mais personne ne fait un retour au texte fondateur de ce concept qui est le texte que Cheranta a publié dans les années 60, Quand pourra-t-on parler d'une Renaissance africaine? C'est très étrange. Si nous voulons savoir qu'est-ce que c'est la Renaissance africaine, allons lire ce texte. Nous saurons qu'est-ce que Cheranta entendait par Renaissance africaine. Ce qui est étrange, c'est que les Africains parlent de Renaissance africaine et personne n'a fait l'effort d'aller lire le texte fondateur. Voilà peut-être pourquoi chacun donne sa définition de la Renaissance africaine. Alors, dans ce texte que Cheranta publie dans les années 60, quand pourra-t-on parler de Renaissance africaine? Cheranta Diop, et là, il faut me suivre parce que c'est assez précis, Cheranta Diop s'interroge sur les critères d'une Renaissance africaine dans le domaine des arts et des lettres. Voilà l'objet de cet article. Il s'interroge sur les critères d'une Renaissance africaine dans le domaine des arts et des lettres. Que ressort-il de son analyse? Il ressort de son analyse que dans ce domaine-là, les arts et les lettres, la Renaissance africaine doit s'entendre comme la renaissance du génie créatif d'expression africaine. Renaissance du génie créatif d'expression africaine, et que de ce point de vue, concernant par exemple la littérature, la Renaissance africaine ne peut s'entendre que comme la renaissance du génie littéraire des langues africaines. Donc je dis, ça peut surprendre et ça peut même décevoir certains, parce que si on s'en tient au Cheranta, ça signifie que la littérature dite africaine d'aujourd'hui, d'expression française ou d'expression anglaise, ce n'est pas de la littérature africaine. C'est de la littérature francophone, c'est de la littérature anglophone. Elle exprime le génie créatif de la langue française ou de la langue anglaise. En tout cas, cette littérature n'exprime pas le génie créatif des langues africaines. Cheranta, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, dans le domaine de la littérature, on ne pourra parler de Renaissance africaine que le jour où nous aurons une littérature qui exprimera le génie créatif des langues africaines. Ce qu'on doit donc dire, c'est que Cheranta retient le critère de créativité, c'est ce critère qu'il retient, le critère de créativité d'expression africaine comme étant l'indice d'un phénomène de renaissance africaine dans le domaine des arts et des lettres.
Alors, ce critère donne une indication précise de ce que Cheikh Anta Diop entend par renaissance africaine. En effet, le choix de ce domaine, c'est-à-dire les arts et les lettres, et le choix de ce critère, la créativité, pour s'interroger sur les critères d'une renaissance africaine, n'est pas dû au hasard. Rappelons-nous, qui est Cheikh Anta? Par sa formation universitaire, Cheikh Anta Diop puise son univers intellectuel dans ce qu'on appelle les humanités classiques. Cheikh Anta Diop a été formé dans les humanités classiques. Or, dans ces humanités classiques, il existe ce concept de renaissance. On parle de renaissance historique. Le concept de renaissance s'entend du mouvement de la renaissance historique qui, en Europe, s'est d'abord traduite par un renouvellement de la créativité dans le domaine des arts et des lettres. Voilà. La renaissance en Europe, il y a eu une renaissance historique en Europe. Elle s'est d'abord traduite par la renaissance, le renouvellement de la créativité dans le domaine des arts et des lettres. Par conséquent, on peut dire que le concept de renaissance africaine traduit chez Diop une référence au mouvement de la renaissance historique en Europe. On peut donc en déduire que le concept de renaissance africaine chez Diop fait simplement écho au concept de la renaissance historique. Il n'est que l'application par Cheikh Anta Diop au continent africain du concept de la renaissance historique. Or, ce concept de la renaissance historique, en sciences politiques, nous le connaissons. Ce n'est pas une invention, nous le connaissons, nous savons bien ce qu'il veut dire. Que veut dire la renaissance historique en sciences politiques? En sciences politiques, le concept de renaissance historique désigne le processus par lequel une société se réapproprie une qualité qu'elle a perdue au cours de son histoire. J'insiste bien sur ça. La renaissance historique, c'est le processus par lequel une société se réapproprie une qualité qu'elle a perdue au cours de son histoire. À savoir, quelle qualité? L'historicité. Qu'est-ce que c'est que l'historicité? C'est la capacité de produire les conditions matérielles et immatérielles de sa propre existence. En d'autres termes, c'est l'ensemble des initiatives par lesquelles une société se reconstruit comme agent historique, c'est-à-dire comme l'agent de sa propre histoire. Donc, chacun, l'historicité, c'est cette capacité pour un peuple de produire les conditions matérielles et immatérielles de sa propre existence. N'est-ce pas ce qui nous manque en Afrique? N'est-ce pas ce dont nous sommes aujourd'hui incapables? C'est notre point principal. Nous sommes incapables par nous-mêmes de produire les conditions matérielles et immatérielles de notre propre existence. Par conséquent, opter pour la renaissance africaine. Tous ceux qui optent pour la renaissance africaine doivent comprendre que opter pour la renaissance africaine, c'est opter pour une renaissance de l'Afrique à l'initiative historique, c'est-à-dire à cette capacité de conception. Nous devons être capables de concevoir par nous-mêmes, capacité de conception, capacité d'anticipation. Nous devons être capables d'anticiper les événements chez nous, ne pas attendre que les catastrophes arrivent. Grâce à la science, grâce à la raison, nous pouvons les prévoir, nous pouvons anticiper. Retour à cette capacité d'invention, de création et d'innovation. Mais dans tous les domaines du savoir et du savoir-faire. Je vous donne un simple exemple. Actuellement, en Ouganda, on a un ingénieur ougandais qui a fait preuve justement de renaissance historique. C'est-à-dire cette capacité de produire les conditions matérielles et immatérielles de notre propre existence. Que se passait-il en Ouganda? En Ouganda, beaucoup de femmes en Ouganda ne peuvent pas s'acheter des serviettes hygiéniques parce que c'est trop cher, c'est trop cher. Par conséquent, en Ouganda, mais ça doit être pareil ailleurs en Afrique, dans la période des règles, beaucoup de jeunes filles ne vont pas en classe, elles ne vont pas à l'école. Beaucoup de femmes, de mères, de familles, ne vont plus au marché. Voilà. Et donc, il s'est dit, il y a là un problème. Il y a là un problème qu'il faut résoudre. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas d'où lui vient sa démarche, mais il s'est aperçu qu'en Ouganda,
il y a plein de papyrus qui poussent. Vous voyez, ça nous renvoie encore à l'Égypte ancienne, le papyrus. Peut-être qu'il a fait le rapport avec l'Égypte ancienne en disant, tiens, nos ancêtres en Égypte se sont servis du papyrus pour inventer le papier qui permet d'écrire. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Bon, en tant qu'ingénieur, voilà, il a mis en application ses connaissances d'ingénieur. Et grâce au papyrus, en Ouganda, il a fabriqué des serviettes hygiéniques de qualité absolument moderne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Ouganda, plein de femmes, plein de jeunes filles peuvent se procurer à un prix modique des serviettes hygiéniques d'une qualité absolument moderne. Bon, tout le problème qui va se poser, c'est que cet ingénieur va vouloir les produire sur une grande échelle. Voilà, pour les vendre dans tout l'Ouganda et peut-être dans toute l'Afrique. Et c'est là où il va rencontrer un gros problème. Voilà. C'est là où il va rencontrer un gros problème. Bon, je ne développe pas ce problème-là, vous le devinez. C'est une invention révolutionnaire. Les Makapads, des serviettes hygiéniques fabriquées à partir de papyrus, permettent à des milliers de femmes de sortir de chez elles et de mener une vie normale pendant leur cycle menstruel. Une alternative naturelle et bon marché, comme vous allez le voir dans ce reportage de Frédéric Durand-Drouin. Faute de moyens financiers, des millions de femmes n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques en Afrique. Conséquence directe, beaucoup d'entre elles restent cloîtrées à la maison pendant leur cycle menstruel et les plus jeunes, en âge de scolarisation, préfèrent ne pas aller à l'école pendant cette période. Face à cette réalité et pour lutter contre l'absentéisme des filles à l'école et à l'université, le docteur Moses Kizza-Musadzi, ingénieur et chercheur à l'université de technologie Makerere de Kampala en Ouganda, leur offre une alternative naturelle et bon marché, les Makapads. Ce sont des serviettes hygiéniques fabriquées grâce aux vertus absorbantes d'une plante millénaire, le papyrus. J'ai fait des recherches sur plusieurs plantes et j'ai découvert que cela est le meilleur absorbant pour le sang. Plein d'autres plantes sont aussi absorbantes, mais pas autant que celle-ci. Cette matière blanche est l'absorbant. Avec cette plante, on obtient une matière absorbante qu'aucune autre plante en Ouganda ne peut égaler. Déjà exploité dans l'Antiquité pour la solidité de sa texture, le papyrus était utilisé pour les écritures ou encore tisser des nattes. Aujourd'hui, grâce au procédé de fabrication des serviettes hygiéniques du Dr Musadzi, ce sont des dizaines de nouveaux emplois qui sont créés, comme ici à Natete, où l'on extrait la pulpe fibreuse contenue dans la tige du papyrus. Cette activité concerne 10 familles de 5 à 6 personnes. En fait, ce sont 50 à 60 personnes qui tirent un bénéfice de cette activité. Tous les jours, 15 kilos de pulpe de papyrus sont broyés et triés dans cette cour. Florence gère son activité comme elle l'entend. Elle achète la matière première et négocie elle-même les prix auprès des coupeurs de papyrus. Le docteur Musadzi rachète quant à lui la pulpe de papyrus 3000 shillings ougandais le kilo, un peu plus d'€1. À raison de 60 kilos traités par semaine, cela représente pour l'ensemble de cette petite communauté des faubourgs de la capitale un revenu global de 240 € par mois. Aujourd'hui, le chercheur profite de son passage pour récupérer 2 sacs de résidus de papyrus, histoire d'approfondir ses travaux et trouver des solutions pour tirer profit de ces déchets. La deuxième phase de fabrication est plus délicate et c'est Catherine qui s'en occupe. Elle mélange la matière absorbante du papyrus avec du papier et de l'eau pour fabriquer en série des feuilles qui, une fois séchées au soleil, constituent la pièce maîtresse des Makapads. Je peux produire 500 feuilles par jour, soit 2500 unités par semaine. Je peux gagner jusqu'à 45 000 francs CFA par semaine et j'emploie 3 personnes. Je peux payer l'école de mes 3 enfants et m'occuper de ma famille. J'ai un bon niveau de vie. De la coupe du papyrus dans les marais jusqu'au moment où les Makapads parviennent aux écolières, il y a une chaîne d'emploi. C'est simple à apprendre, c'est une machinerie simple et cela permet de vivre et de subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est pour nous un des dérivés des Makapads. En effet, le procédé de fabrication est simple et respectueux de l'environnement. C'est dans une annexe du département de technologie de l'université de Makerere
que le produit fini voit le jour. Dans ce local, une dizaine d'employés, dont la moyenne d'âge n'excède pas la trentaine, fabriquent, stérilisent et conditionnent les serviettes hygiéniques. Approuvés par le bureau de vérification ougandais, les Makapads ne coûtent que 20 centimes d'euros le paquet, 5 fois moins que les produits importés. Pour cette jeune maman qui travaille ici, l'avantage est double. Maintenant, je peux utiliser ces serviettes car elles ne sont pas chères. Pas chères pour tout le monde car même une jeune écolière peut économiser 170 francs CFA. En tant qu'ouvrière, maintenant, je peux gagner de l'argent. Cela a changé ma vie. Je peux faire plein de choses comme louer. Je loue ma propre maison. Les Makapads ont de multiples avantages, sanitaires, économiques, environnementaux. Mais au fait, que signifie Makapads? Makapads is an acronym. Makapads est un acronyme. M pour menstruel, A pour administration, K pour connaissance et A pour accessibilité. Un paquet de Makapads contient 10 serviettes et coûte 650 shillings, ce qui est meilleur marché que les serviettes importées. Donc je suis vraiment convaincue que c'est abordable. Actuellement, la capacité de production des Makapads s'élève à 1500 unités par jour. Rien qu'en Ouganda, 8 millions de femmes sont susceptibles d'être intéressées par ces nouvelles serviettes. Victimes de leur succès, pour l'instant, on ne trouve pas encore les Makapads partout. Pour le moment, nous fournissons des écoles, l'ONU pour les camps de réfugiés et des ONG, mais avant la fin de l'année, nous espérons que les Makapads seront accessibles pour tous en Ouganda. Face à ce besoin essentiel qui contribue aussi à lutter contre la pauvreté, le docteur Mouzadzi espère dans un proche avenir pouvoir multiplier la production journalière de Makapads par 10. Mais il lui faudra sans doute un peu de temps. Quand on est universitaire et que l'on dispose de peu de moyens, on ne s'improvise pas industriel du jour au lendemain. Bon. Alors, est-ce que la définition que je viens de donner de la Renaissance africaine correspond à ce que Cheranta en pensait? Quand je dis que opter pour la Renaissance africaine, c'est opter pour une renaissance du génie prométhéen, d'expression africaine dans tous les domaines du savoir et du savoir-faire, est-ce que c'est ce que Cheranta pensait? Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie faustienne? La philosophie faustienne, c'est cette idée de s'approprier la science, la technique et la nature pour dominer. C'est ça la philosophie faustienne. Elle s'oppose à la philosophie prométhéenne qui consiste à s'approprier la technique, la science et la nature, non pas pour dominer, mais pour émanciper. En 1986, Cheranta Diop a donné une conférence au Cameroun. Et dans cette conférence, que nous dit Cheranta Diop? Il nous dit: toutes nos études du passé constituent seulement un ressourcement de l'âme et de l'esprit africain pour l'aider à retrouver sa créativité afin de mieux faire face aux problèmes du présent et de mieux organiser l'avenir. Voilà le message que véhicule mon enseignement et mes travaux. C'est Cheranta lui-même qui le dit. Voilà le message que véhicule mon enseignement et mes travaux. La Renaissance africaine doit donc s'entendre, je le répète, comme la renaissance des sociétés africaines à l'historicité et à une historicité moderne, à cette capacité de produire nous-mêmes nos conditions matérielles et immatérielles de l'existence. Elle passe par la renaissance du génie créatif et prométhéen en Afrique. Je fais une précision. La Renaissance africaine ne saurait donc être synonyme d'une reproduction des figures du passé, ni d'un projet de développement orchestré par les Africains eux-mêmes. Il s'agit d'un projet de renaissance à l'historicité et à une historicité moderne. Alors certes, ce projet n'évacue pas le passé, mais il intègre le passé comme un ressort. Il s'agit de s'appuyer sur le passé comme un ressort de créativité, tant il est vrai que l'on ne peut pas créer ex nihilo, c'est pas possible, on ne crée pas ex nihilo, on est obligé de s'appuyer sur le passé. Il ne s'agit donc pas de reproduire le passé, car en reproduisant le passé, on ne fait pas preuve de créativité. Voilà. Nos ancêtres égyptiens, ils ont fait preuve de créativité.
il y avait des problèmes qui étaient propres à leur époque, ils les ont résolus. En particulier à notre époque, nous n'allons pas reprendre les solutions des Égyptiens anciens pour affronter nos problèmes d'aujourd'hui. Non, nous devons faire preuve de créativité. Ce qu'on peut dire, c'est que si on reproduit le passé, on ne fait pas œuvre de créativité au regard de l'originalité des problèmes du temps présent. Alors, il s'agit simplement, si on doit regarder le passé, il s'agit simplement de se demander quelle leçon heuristique notre expérience passée peut nous donner en matière d'organisation des sociétés sur la base des critères d'efficience, d'émancipation et de rationalité. C'est vrai que de ce point de vue-là, notre passé peut nous donner des leçons, on peut s'en inspirer, mais il ne s'agit en aucun cas de les reproduire. Alors, la notion de paradigme doit peut-être être expliquée, parce qu'on emploie beaucoup cette notion de paradigme. Bon. Paradigme vient du grec paradigmeia, qui signifie un exemple, un modèle. C'est simplement ça. Alors, en sciences exactes, on utilise le terme de paradigme pour parler d'un modèle explicatif qui fait l'objet d'un consensus. Vous voyez, on se pose une question scientifique, quelqu'un propose un modèle explicatif sur un phénomène scientifique et ce modèle fait l'objet d'un consensus. C'est ça qu'on appelle un paradigme. En sciences sociales, la notion de paradigme est un peu plus large. En sciences sociales, un paradigme, c'est un modèle d'interprétation qui fait l'objet d'un consensus. Finalement, un paradigme en sciences sociales, c'est une vision des choses qui fait l'objet d'un consensus. Par exemple, le développement, c'est un paradigme, en ce sens que le développement est une vision des politiques à mettre en œuvre pour faire accéder les sociétés du tiers-monde à la modernité. Voilà, c'est un paradigme, c'est une vision qui fait l'objet d'un consensus. Donc, la notion de paradigme, c'est celui-là. C'est pourquoi il est important d'agir dans le monde selon ses propres paradigmes. Un paradigme, on dira ici que c'est une vision des tenants et aboutissants du problème auquel on est confronté lorsque l'on envisage de le réaliser. Il nous permet toujours d'agir selon nos propres intérêts. C'est la raison pour laquelle nous devons être particulièrement conscients du fait que, au regard de l'ampleur de notre tâche, au regard de l'ampleur des solutions que nous avons à affronter, pour résoudre nos problèmes en Afrique, nos solutions doivent être formulées dans le cadre d'une analyse théorique les plus donc rigoureuses, une analyse qui prend en compte l'ensemble des paramètres qui conditionnent notre devenir. Bref, une analyse qui débouche sur un paradigme des tenants et aboutissants de notre devenir moderne. Alors, nous autres Africains, avons-nous ce paradigme? Vous souhaitez une réponse selon notre propre paradigme. Alors, c'est intéressant, mais encore faut-il savoir, avons-nous ce paradigme? Personnellement, pour l'heure, je ne connais qu'un seul paradigme qui explique les tenants et aboutissants du devenir moderne des Africains. C'est le paradigme de la Renaissance africaine. Mais on peut tout de suite poser cette question. Qui, aujourd'hui, fait une analyse du concept de la Renaissance africaine en tant que paradigme? Aussi incroyable que cela puisse paraître, on doit répondre personne. Tout le monde parle de la Renaissance africaine, mais quelqu'un a-t-il fait une analyse de la Renaissance africaine en tant que paradigme? Non. On doit donc dire que ceux-là même qui parlent de la Renaissance africaine sont ceux-là même qui se gardent bien de faire une analyse épistémologique de ce concept de la Renaissance africaine. Alors, c'est la raison pour laquelle l'association de recherche que je dirige, l'ARPEMA, avait organisé en l'année 2000 un colloque intitulé « L'idée de Renaissance africaine comme paradigme de refondation de l'État, de l'économie, du droit, des sciences, des technologies en Afrique ».
Alors, quel avait été l'objet réel de ce colloque? Pourquoi est-ce qu'on avait organisé ce colloque? On avait organisé ce colloque, c'était justement pour sauver le concept de renaissance africaine. Il nous fallait le sauver parce qu'à cette époque-là, il y avait toute une campagne médiatique qui tendait à réduire le concept de renaissance africaine à un simple slogan. La renaissance africaine, c'était un slogan de remobilisation des Africains autour des tâches du développement. Vous vous rappelez, après les années d'ajustement structurel, on a ramené ce concept de renaissance africaine pour remobiliser les Africains autour de ces tâches. Il nous a semblé qu'il y avait là un danger. Il y avait là un danger parce que si on réduisait le concept de renaissance africaine à un simple slogan de remobilisation, on allait déposséder les Africains du seul paradigme qui leur permettait de penser leur devenir en termes d'autonomie des normes, des intérêts, des logiques et des priorités qui président à leur action. Dans la communauté africaine, nous parlons tous de la renaissance africaine. Savons-nous même qu'est-ce que c'est que la renaissance africaine? A-t-on pris la peine de le définir? Et surtout, de le définir en tant que paradigme, constatons-le, personne ne l'a fait. Nous cherchons des solutions concrètes à apporter à notre continent. Mais avons-nous conscience que l'œuvre de Cheikh Anta Diop est déjà porteuse de ces solutions? Elle nous indique, c'est vrai, quand on lit l'œuvre de Cheikh Anta nous indique concrètement ce qu'il faut faire. Mais encore faudrait-il que l'on lise Cheikh Anta sous l'angle des solutions concrètes. C'est ça le problème. Cheikh Anta, jusqu'à présent, est toujours lu comme une œuvre de défalsification de l'histoire, ce qui est légitime. L'œuvre de Cheikh Anta est une œuvre de défalsification de l'histoire africaine. C'est donc légitime. Mais il faudrait aussi qu'on lise l'œuvre de Cheikh Anta sous l'angle des solutions concrètes, parce qu'on oublie, ce qu'on oublie, c'est que cette défalsification de l'histoire opérée par Cheikh Anta Diop, cette défalsification de l'histoire a des conséquences majeures, des conséquences importantes sur le terrain de l'analyse politique, celui justement des solutions concrètes. Les conclusions de l'œuvre de Cheikh Anta Diop sur le terrain de l'analyse politique, ces conclusions bouleversent totalement, mais alors je dis bien bouleversent totalement toute la littérature politique et économique relative à l'Afrique. Si vous faites une lecture de Cheikh Anta Diop sous l'angle de l'analyse politique, vous vous apercevez que cette œuvre bouleverse totalement l'ensemble de la littérature politique et économique sur l'Afrique. Je vous donne un simple exemple. Une des premières conclusions de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, c'est que l'Afrique n'a jamais été ce continent en retard, dont parle l'historiographie africaniste. Or, si cela est vrai, si c'est vrai que l'Afrique n'a jamais été ce continent en retard, à ce moment-là, c'est tout le socle épistémologique, c'est-à-dire scientifique, sur lequel reposent les politiques du développement qui s'effondrent. C'est toute une discipline que l'on appelle l'économie du développement, que nos étudiants apprennent. Nos étudiants africains, quand ils viennent en Europe, quand ils veulent faire de l'économie, au lieu qu'ils fassent des cours d'économie, comme tout le monde, on les amène à faire des cours d'économie du développement. C'est quand même étrange. C'est des économistes, ils devraient faire des études d'économie. On leur fait faire des études d'économie politique. Or, si la thèse de Cheikh Anta, selon laquelle l'Afrique n'est pas ce continent en retard, si cette thèse est vraie, c'est toute l'économie, cette discipline de l'économie du développement qui s'effondre. Parce que, je vous rappelle simplement, la théorie du développement, elle est fondée sur quelle théorie scientifique? Sur l'idée du retard de l'Afrique. L'Afrique est un continent en retard. L'Afrique doit donc se développer, c'est-à-dire l'Afrique doit rattraper son retard. Ce retard passe par le développement. Donc, toute l'économie du développement, toute la théorie de l'économie du développement repose sur la thèse du retard. Et si cette thèse est fausse, c'est toute l'économie du développement qui s'effondre.
Vous voyez les conséquences majeures de l'œuvre de Cheikh Anta Diop au niveau du terrain de l'analyse politique. Alors, cela signifie donc très concrètement qu'il existe une opposition fondamentale entre les solutions issues du paradigme du développement et les solutions issues du paradigme auquel conduisent les travaux de Cheikh Anta Diop. Concrètement, les travaux de Cheikh Anta Diop conduisent au paradigme de la Renaissance africaine. Cela signifie donc concrètement qu'il y a une opposition fondamentale entre le paradigme, les solutions issues du paradigme du développement et les solutions issues du paradigme de la Renaissance africaine. Le paradigme du développement nous informe sur quel diagnostic? Il nous dit l'Afrique est un continent en retard historique. Si l'Afrique est telle qu'elle est au XIXe siècle et au XXe siècle, si l'Afrique présente ce profil-là, c'est parce qu'elle est en retard historique. Le paradigme de la Renaissance africaine nous dit autre chose. Ce paradigme nous dit l'Afrique présente ce profil non pas parce qu'il serait en retard, mais parce qu'il a subi une régression historique. Donc deux diagnostics différents. Ces deux paradigmes présentent deux solutions différentes à partir de ce diagnostic. Le paradigme du développement préconise des politiques industrielles de rattrapage, politiques industrielles de rattrapage historique. Le paradigme de la Renaissance africaine préconise des politiques de refondation du tissu social. Donc on a des solutions radicalement différentes. Les politiques du développement conduisent à quoi, finalement? Regardez bien. Les politiques du développement conduisent à mettre en valeur nos richesses sous l'angle de la rentabilité externe. D'accord? Le paradigme de la Renaissance africaine préconise tout à fait l'inverse. C'est de mettre nos richesses en valeur sous l'angle de la rentabilité interne. Vous prenez simplement le cas du pétrole. On peut quand même se demander pourquoi le pétrole ne nous enrichit pas. Il enrichit l'Occident. C'est tout à fait bizarre. C'est parce que nous exploitons notre pétrole sous l'angle de la rentabilité externe, c'est-à-dire nous exportons ce pétrole. Que fait ce pétrole ailleurs? Quand ce pétrole arrive en Occident, ce pétrole, vous savez qu'à partir du pétrole, on peut créer énormément de produits, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Qui sait que la pâte dentifrice est fabriquée à partir du pétrole? Qui sait que les plastiques sont fabriqués à partir du pétrole? Donc ce pétrole arrive en Occident. En Occident, ce pétrole est un facteur créateur d'entreprise. Qui dit création d'entreprise dit création de travail. En Afrique, les gens manquent de travail. On pourrait embaucher des gens. Qui dit création de travail dit salaire. Qui dit salaire dit impôt pour l'État. Vous voyez? Donc finalement, tout cela, pourquoi ne le ferons-nous pas chez nous? Pourquoi ne le ferons-nous pas chez nous? Donc le pétrole est exploité sous l'angle de la rentabilité externe. Comme vous le voyez, je pense qu'effectivement, la question correcte à poser, c'est cette question-là. Entre le paradigme du développement et le paradigme de la Renaissance africaine, quel est celui qui sert les intérêts des peuples africains? Autre question, les Africains acceptent-ils de se poser cette question? Les Africains acceptent-ils de se poser cette question? Apparemment non. Je ne connais pas de débat intellectuel entre Africains pour confronter le paradigme de la Renaissance africaine et le paradigme du développement. Vous remarquerez que Cheikh Anta Diop ne parle pas de développement. Cheikh Anta Diop ne prend pas parti sur les débats sur le développement, comme si Cheikh Anta, dès le départ, a ignoré le concept de développement. Les sociétés africaines, et ça je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, les sociétés africaines sont des sociétés qui ont subi au cours de ces 4 derniers siècles des agressions hyper violentes. On n'a pas toujours conscience de ça, on ne le rappelle pas assez, ou alors on le minimise trop. Mais je crois qu'il faut se souvenir de ça. Les sociétés africaines ont subi ces 4 derniers siècles des agressions hyper violentes. On peut citer le commerce triangulaire,
la colonisation, les religions révélées, la version africaniste de l'histoire africaine et la guerre froide. La guerre froide sur laquelle très peu d'analystes, justement, analysent quelles ont été les conséquences de la guerre froide sur ces sociétés. Bref, les sociétés africaines ont donc subi, au cours de ces 4 derniers siècles, ces agressions. Or, toutes ces agressions, il faut que nous soyons bien conscients de ça, toutes ces agressions ont forcément laissé sur le tissu social africain des traces, des empreintes, des séquelles, voire des hématomes. Or, si ces agressions font l'objet de diverses études, c'est vrai, on étudie le commerce triangulaire, la colonisation, etc. Ces agressions sont toujours étudiées du point de vue de leur genèse ou du point de vue de leur modalité, mais elles ne sont jamais étudiées du point de vue de leurs séquelles, du point de vue des traumatismes qu'ils ont donc provoqués. Ils ne sont jamais étudiées du point de vue des traces qu'elles ont laissées sur le tissu social des sociétés africaines. Un peu comme si, vous voyez, un peu comme si la fin de ces agressions se serait accompagnée d'un gommage systématique de tous les traumatismes qu'ils auraient causés, d'un gommage systématique de toutes les traces qu'elles auraient laissées, de toutes les séquelles qu'elles auraient causées. Vous voyez, ce serait un peu ça. Vous voyez, il y a eu le commerce triangulaire, il y a eu la colonisation. Aujourd'hui, la colonisation n'existe plus. Alors, voilà, nous mettons tout ça dans la corbeille du passé. C'est à partir du XVIIe siècle que les sociétés africaines vont basculer dans un processus de régression historique sous l'impact d'une conjugaison de turbulences géopolitiques d'origine externe, c'est vrai, mais on ne doit jamais oublier d'origine interne aussi. Je ne vais pas m'appesantir sur ça, ça nous amènera plus loin, mais c'est vrai que c'est le hasard de l'histoire qui fait qu'au XVIIe siècle, il y a des turbulences géopolitiques en Afrique qui sont dues à des acteurs étrangers, mais il y a des turbulences géopolitiques aussi qui sont dues à des faits qui sont propres à l'Afrique. Ce processus de régression historique que l'Afrique connaît à partir du XVIIe siècle a conduit à 2 choses. D'une part, à une perte de la maîtrise des ressorts de l'historicité. Qu'est-ce que c'est que les ressorts de l'historicité? C'est d'abord donc l'État. L'État est un ressort de l'historicité. Sans l'État, vous ne pouvez rien faire. Sans l'État, vous ne pouvez pas progresser. Si aujourd'hui en Afrique, justement, nous ne progressons pas, ben justement, c'est parce que nous n'avons pas, l'État qui est là ne nous appartient pas. Cet État ne nous appartient pas. L'État est un ressort de l'historicité. Il y a d'autres ressorts de l'historicité qui sont la souveraineté, si vous perdez la souveraineté, la science, la technologie, l'éducation, le contrôle de votre système éducatif. Bref, ça s'est traduit par une perte de la maîtrise des ressorts de l'historicité, mais aussi, ça s'est traduit aussi par une insalubrité du tissu social. Il y a eu la formation dans notre tissu social d'une insalubrité, je reviendrai tout à l'heure sur ça. Alors, dernière idée qui est véhiculée par le concept de Renaissance africaine, c'est que l'impact de cette régression sur le tissu social africain invite à poser la question de la modernité en Afrique, non pas en termes de rattrapage historique, mais en termes de refondation du tissu social. Il s'agit de refonder le tissu social africain par le moyen de 2 stratégies distinctes mais complémentaires. D'une part, une stratégie d'assainissement du tissu social, il nous faut assainir notre tissu social, et d'une part, une stratégie de réappropriation des ressorts de l'historicité. Alors, cette stratégie d'assainissement du tissu social, elle vise à purger, finalement, disons le mot, elle vise à purger le tissu social africain de toutes les séquelles consécutives à 4 siècles de traumatisme matériel et immatériel, et qui donne à notre tissu social la configuration d'un tissu impropre à l'historicité.
un tissu impropre aux libertés, à la croissance économique, aux sciences et aux techniques. Quant à la seconde stratégie, à savoir la réappropriation des ressorts de l'historicité, elle vise quoi? Elle vise à redonner aux sociétés africaines le contrôle des facteurs qui confèrent à un peuple la capacité historique de s'organiser comme pôle d'initiative politique, économique, philosophique, technique et scientifique. Alors, quels sont ces ressorts dont on doit se réapproprier? C'est l'État, la recherche, la souveraineté, la formation des élites, le contrôle de l'appareil économique de production. Cette régression a eu deux impacts, je les répète rapidement, une perte de l'initiative historique, à savoir la perte du contrôle des ressorts de l'historicité, que sont la science, la technique, l'État, l'économie, le système éducatif, la formation des élites, le discours historique sur soi-même, d'accord? Le deuxième impact, ça a été l'insalubrité de notre tissu social. Alors, en quoi est-ce que notre tissu social est devenu insalubre? Notamment par la formation de pathologies comportementales. Ça, c'est absolument vrai. Il y a chez nous des pathologies comportementales sur le plan culturel. Vous connaissez tous le préjugé que nous avons à l'égard de nous-mêmes. Sur la capacité de notre culture à être le support de la modernité, nous avons un préjugé. C'est une pathologie comportementale. Je redis chaque mot, c'est une pathologie. Nous avons une pathologie comportementale sur le plan politique. Sur le plan politique, oui, parce que nous avons un corps politique et un corps intellectuel qui a une conscience hétéronormée. Hétéronormée, ça veut dire qu'ils prennent les lois qui les gouvernent à l'extérieur d'eux-mêmes. Je le dis pour nos intellectuels qui, au lieu de penser par eux-mêmes, se contentent de reproduire le discours d'autres personnes. C'est une pathologie comportementale. Enfin, une dernière pathologie comportementale, c'est au niveau gouvernemental. Nous avons un État libertaire et c'est quelque chose d'insalubre. Un État qui n'accepte aucune autorité au-dessus de lui et aucune opposition en face de lui. C'est un comportement, c'est quelque chose de pathologique. Un État libertaire, c'est quelque chose qui est insalubre. Enfin, pour terminer sur ces pathologies, au niveau économique, l'organisation de notre système économique est également pathologique, dans la mesure où nous mettons en valeur nos richesses pour la rentabilité externe. Dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu. C'est quelque chose de pathologique. Normalement, on doit mettre nos richesses en valeur pour la rentabilité interne et non pas externe. Donc, c'est pathologique. Alors, ceci pour dire qu'il nous faut savoir avec précision vers quoi nous courons. Que voulons-nous construire? Que voulons-nous réaliser? Ça, il faut que nous le sachions de façon très précise. Nous voulons construire une Afrique nouvelle, oui, mais quelle Afrique? Il nous faut définir cela. Il nous faut par avance savoir quelle est la configuration que nous voulons donner à notre société. Alors, je dis cela parce que il faut avoir présent une chose à l'esprit. Si nous réussissons à bâtir l'unité africaine, si nous réussissons à construire un État fédéral africain, cet État ne sera efficace que si nous avons répondu au préalable à la question de savoir, mais construire un État africain fédéral pour quel type de société? Quel est le régime politique que nous voulons mettre en place? Quel est le système économique que nous voulons mettre en place? Quel est le système éducatif que nous voulons mettre en place? Bref, quel est notre projet de société? Si nous ne le faisons pas, même si nous réussissons à construire cet État fédéral africain, une fois au pouvoir, qu'est-ce que nous ferons? Nous ferons du bricolage politique, ce que j'appelle vraiment du bricolage politique. Nous en avons des exemples. Nous avons donc l'URSS, les soviets ont conquis le pouvoir. Les soviets savaient une chose, ils ne voulaient pas de la société capitaliste. Mais qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place? Ils avaient une vague idée. Marx, dans les dernières pages de son œuvre,
parle de mettre en place une société communiste. Mais ce n'est qu'une allégorie. Marx n'a pas défini ce que sera cette société. Et les soviets arrivent au pouvoir, ils ont le pouvoir, ben finalement, qu'est-ce que les soviétiques ont fait? Ils ont fait du bricolage politique, c'est-à-dire, pour savoir quelle société ils allaient mettre en place, ils ont inventé ça au jour le jour. Nous ne nous étonnons donc pas si l'URSS s'est donc effondrée. Prenons un pays comme la Chine. Vous savez que la Chine, il y a eu d'énormes sacrifices en Chine pour que le Parti communiste arrive au pouvoir. Il y a eu cette fameuse longue marche qui a fait des millions de morts. Ils sont arrivés au pouvoir. Mais une fois que les communistes chinois au pouvoir, avaient-ils un projet de société? Ils étaient dans le même état que les marxistes en Union soviétique. Ils ont fait du bricolage politique au point que aujourd'hui, voilà que la Chine revient à la société capitaliste. Tout ce chemin, tous ces millions de morts, avoir connu tous ces millions de morts, finalement, pour revenir en arrière. Voilà. Faisons attention, évitons ce bricolage politique. On conquiert le pouvoir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ce pouvoir, on va faire du bricolage. Regardez bien dans l'histoire. Une des seules révolutions qui a réussi dans l'histoire, c'est la révolution libérale. Aux États-Unis, en Angleterre, en France. Quand les libéraux arrivent au pouvoir, ils ont déjà leur projet de société. Ils savent déjà ce qu'ils vont mettre en place. Ils savent qu'ils vont mettre en place la liberté du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire le marché. Ils savent que leur système économique, ce sera celui-là. Ils savent qu'ils vont mettre en place la séparation des pouvoirs. Ils le savent et ils le mettent en place. Ils savent qu'ils vont mettre en place le respect des libertés publiques et ils le mettent en place. Voilà peut-être pourquoi, depuis, la seule société qui tienne le coup, la seule société qui avance, c'est la société libérale. Quelles que soient les critiques qu'on peut lui porter, en tout cas, de toutes les révolutions contemporaines, la seule révolution qui a réussi, c'est la révolution d'Orgon, c'est la révolution des libéraux. Donc, par conséquent, il nous faut savoir. Il nous faut savoir, il ne suffit pas de dire nous voulons libérer l'Afrique. Il ne suffit pas de dire ça. Il faut savoir quel projet politique nous allons mettre en place. Quelle configuration nous souhaitons donner aux sociétés africaines. Par conséquent, quel est notre horizon politique? Voilà, c'est ce que j'entends par la question de l'horizon politique. Quelle est la configuration que nous souhaitons donner aux sociétés africaines? Alors, personnellement, il m'apparaît que à chaque fois que l'Afrique trébuche, que l'Afrique noire trébuche, elle trébuche toujours par défaut d'une organisation de ces sociétés sous l'angle de la modernité politique, économique et sociale. C'est pour ça que je dis souvent que toute l'actualité politique de l'Afrique noire se résume en une seule question. C'est vraiment mon point de vue. Mais c'est un point de vue qui ne tombe pas du ciel, hein. C'est quand même fondé sur les analyses que j'ai faites. Je pense que toute l'actualité politique de l'Afrique noire se résume en une seule question: comment organiser les sociétés africaines comme espace de modernité? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est très simple. Nous devons nous approprier une conception non ethnocentrique de la modernité. Une conception non ethnocentrique de la modernité, c'est-à-dire simplement nous devons adopter une conception socio-historique de la modernité. Nous devons regarder sur le plan de la sociologie historique qu'est-ce que c'est la modernité et emprunter cette conception. La modernité, c'est la configuration que présentent les sociétés qui s'organisent sur la base des principes d'efficience, d'émancipation et de rationalité. Voilà ce que c'est la modernité. Alors, cette configuration peut emprunter diverses formes, en fonction des expériences propres à chaque culture, à chaque civilisation, mais au-delà de ces expériences propres, elles présentent toutes un point commun. Elles présentent toutes un point commun qui est de donner à ces sociétés le profil, et c'est ça le point commun, c'est qu'au-delà de leurs différences, toutes ces sociétés présentent le profil d'une société qui s'organise comme espace de liberté.
des libertés publiques, critère de la modernité. Une société qui s'organise comme espace de prospérité, de responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est la modernité. Une société qui s'organise comme espace d'inventivité, de science, de technique et de spiritualité. Même la spiritualité fait partie de la modernité. Alors, je pense que la modernité, c'est cela. Ceci pour dire que la modernité n'est pas eurocentrique. Non, il y a une acception non eurocentrique, simplement socio-historique. Une société moderne est une société qui s'organise comme espace de liberté, de prospérité, de responsabilité politique, d'inventivité, de science, de technique et de spiritualité. L'Afrique ancienne nous donne à voir effectivement des sociétés qui se sont organisées sur la base des principes d'efficience, de rationalité et d'émancipation. Mais on peut aller même encore plus loin. L'Afrique ancienne nous a laissé en héritage une philosophie de la modernité. Cette philosophie de la modernité transparaît à travers ce que nos ancêtres en Égypte ancienne ont appelé l'amat. L'amat est une philosophie africaine de la modernité. Alors, dans quelle mesure l'amat est une philosophie de la modernité? Alors, d'emblée, il faut dire que la notion de maths, donc je rappelle, c'est une notion de l'Égypte ancienne, elle peut faire l'objet de plusieurs lectures. On peut faire plusieurs lectures de la notion de maths. Une lecture religieuse, morale, une lecture éthique, spirituelle, philosophique, voire même une lecture politique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la lecture de la maths en tant que philosophie politique. C'est là où on va voir en quoi la maths nous donne une philosophie de la modernité. Et nous verrons que la modernité n'est pas occidentale, uniquement occidentale. D'autres cultures peuvent avoir une conception de la modernité. Quand on regarde les différents usages de la notion de maths, la maths apparaît comme étant une norme déontologique, ça c'est une norme déontologique de l'action et de la relation. La maths invite à fonder notre action dans la nature, notre action dans la société. Elle invite à fonder notre relation à l'égard de la nature, de la société, de la technologie, de la science, de l'individu. Bref, la maths invite à fonder notre action et notre relation dans le monde à partir de 3 critères. Ces 3 critères sont le vrai, le beau et le juste. Le vrai, qu'est-ce que c'est? Le vrai, c'est ce qui permet à une société d'acquérir l'efficience nécessaire pour vaincre l'adversité du réel. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de la science, il s'agit de la technologie, il s'agit des mathématiques. Le beau, qu'est-ce que c'est? Le beau, c'est ce qui permet à une société de faire triompher en son propre sein des postures rationnelles. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de la raison avec un grand R. Il s'agit de l'éthique, il s'agit de la morale, il s'agit de l'esthétique. Vous voyez, nos gouvernements n'ont pas de belles postures. Nos gouvernements en Afrique n'ont pas des postures rationnelles. Pourquoi? Parce que nos gouvernements ne respectent pas l'éthique, ne respectent pas la morale, ne respectent pas la raison. Donc, ce ne sont pas de belles postures. En tout cas, si on s'en tient à la terminologie des Égyptiens anciens. Enfin, le 3e critère, c'est le juste. Qu'est-ce que c'est que le juste? Le juste, c'est ce qui permet à une société de s'émanciper de l'arbitraire de la force par le droit. Il s'agit donc des droits de l'homme, du droit de la famille, du droit des personnes. Bref, on va résumer ça par le terme des droits de l'homme. Bref, comme vous le voyez, la maths est une norme de l'action et de la relation qui a permis à certaines sociétés africaines de présenter une configuration absolument moderne. Absolument moderne sur le plan de la pensée. Par exemple, en quoi est-ce que nos sociétés anciennes
présenter une configuration moderne sur le plan de la pensée, nos sociétés anciennes ont toujours rejeté le théos. Vous savez que c'est le théos? Le théos, c'est la vérité qui tombe du ciel. Hein. C'est le fait de penser que la vérité nous vient d'en haut. Hein. Dans ce qu'on appelle entre parenthèses des religions africaines ou la religion africaine, la vérité ne tombe pas du ciel. Hein. Chez les Hébreux, oui, la vérité tombe du ciel. Chez les chrétiens, oui. Chez les musulmans, oui, la vérité tombe du ciel. Chez les Africains, non. La vérité ne tombe pas du ciel. En Afrique, nous rejetons le théos. Hein. Je pourrais même, mais je ne l'ai pas amené avec moi, un conte africain. Regardez, lisez les contes africains. Lisez un auteur qui s'appelle Martien Toa. Martien Toa a fait une étude remarquable des contes africains et où il a montré qu'il y a une chose qui caractérise les contes africains, c'est le rejet du théos. Or, le rejet du théos, rappelez-vous, en Europe, le premier critère de la modernité a été le rejet du théos. Ça a été le triomphe de la raison. Donc, si nos sociétés ont rejeté le théos, on ne peut pas nous dire que nous n'avons pas eu, par rapport à la raison, une posture moderne. La maths n'est pas quelque chose dont on invoque la protection. La maths, c'est quelque chose que l'on accomplit. C'est quelque chose que l'on fait. Lorsque, par exemple, un pharaon dit « j'ai mis la maths à sa place, j'ai rétabli la maths à sa place », il nous laisse entendre par là qu'il a rétabli le règne du vrai, le règne du beau et le règne du juste. C'est en cela que je dis que la maths est une norme de l'action et de la relation. Donc je pense qu'il nous faut vraiment nous rappeler que la maths, qu'est-ce que c'est que la maths? La maths, c'est la configuration idéale que nos ancêtres en Égypte souhaitaient que présente leur société. C'est la configuration idéale et cette configuration, c'est une configuration de modernité. Voilà pourquoi je pense que nous pouvons adopter la modernité comme étant notre horizon politique. Disons-le en un mot, que voulons-nous créer en Afrique? Nous voulons créer en Afrique des sociétés organisées comme des espaces de liberté publique, comme des espaces de prospérité matérielle, de responsabilité politique, de science, de technique et de spiritualité. Voilà ce que signifie exactement la maths, l'idéal de la maths, d'un point de vue de la philosophie politique, l'idéal de la maths, c'est ça. C'est créer une société moderne, une société qui répond aux critères du vrai, du beau et du juste.